Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ou bonjour. Encore une fois, ça va dépendre de votre fuseau horaire ou de l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Mais quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine très fructueuse et pas très épuisante. Je suis content de vous retrouver. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, soyez la bienvenue. J'espère qu'on va passer un moment agréable ensemble. Bonne nouvelle les amis, c'est la fin. On va enfin pouvoir souffler. Le jeûne, c'est terminé. Alors, mes amis musulmans, j'espère que désormais dans la rue, quand on va vous saluer, vous serez plus souriant. J'espère bien, parce que après c'était un peu flippant de vous voir comme ça. Parfois même, j'avais peur de vous approcher. Non, je plaisante. Mais quoi qu'il en soit, les amis, merci vraiment pour ce ramadan, parce que j'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai bu de l'eau, pas de l'alcool. Mais ne faites pas de méprise. Il faut pas boire de l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Alors, je sais les amis que vous avez passé une semaine assez épuisante. Alors, c'est le moment de vous installer confortablement, de vous reposer, de prendre vos écouteurs, de les brancher, de prendre votre popcorn et votre boisson et de vous laisser conduire par ma voix dans ce podcast d'infodivertissement. C'est Thierry Soro, c'est Black Talk. Restez branchés. Eh bien, les amis, pour votre plaisir cette semaine, on parlera d'actualité, on fera un tour en Côte d'Ivoire où on parlera du délestage dont les Ivoiriens sont victimes depuis un certain temps. Ensuite, on parlera du récent voyage du Premier ministre Patrick Hachi en France. Un voyage assez mystérieux, assez curieux même, je dirais. Et pour terminer en Côte d'Ivoire, toujours, on parlera des attaques terroristes dont la Côte d'Ivoire a été victime. Ensuite, on fera un tour au Nigeria, où on parlera d'une série de détournements de fonds qui ont été perpétrés par plusieurs autorités du pays. Ensuite, on terminera notre visite au Tchad, où on parlera de la mort du feu président Idriss Déby Itno et des mesures qui ont été prises après sa mort. Et évidemment, les amis, après l'actualité, on aura notre sujet à polémique où, les amis, on parlera d'un sujet cette semaine assez délicat. Alors, je sais, les amis, que vous aurez l'esprit assez ouvert pour donner un avis éclairé sur le sujet, parce que c'est un sujet auquel les Africains évitent de se frotter et qui, quand même, éveille la colère de plusieurs. Alors, j'espère que vous serez courtois, les amis. Et pour continuer, on parlera de culture dans Black Culture. Ensuite, on terminera en beauté en vous faisant le portrait de l'Africain, de l'Africaine de la semaine à suivre. Absolument, les amis. Une femme extraordinaire qui fait des choses extraordinaires. Restez à l'écoute. Vous êtes dans Black Talk et ça continue. Bien. Maintenant, les amis, pour l'actualité, direction Côte d'Ivoire, parlons du délestage dont les Ivoiriens souffrent depuis un certain temps. Alors, depuis un moment, les Ivoiriens sont victimes de coupures intensives d'électricité à des intervalles pas très réguliers. Les raisons, apparemment, un barrage serait, je dirais pas asséché, mais serait en panne d'eau, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, les Ivoiriens subissaient des coupures d'électricité vraiment intensives, ce qui n'a pas manqué de provoquer des plaintes sur toute l'étendue du territoire. Plusieurs ménages, plusieurs entreprises, plusieurs industries, vraiment trouvaient cela un peu révoltant de manquer d'électricité durant toute une journée d'ailleurs, à un moment. Mais heureusement, fort heureusement, la compagnie ivoirienne d'électricité a fait ce qu'elle pouvait pour que les choses soient mieux qu'elles étaient avant. Alors le 10 mai dernier, un nouveau programme de délestage est sorti, les amis, et désormais les coupures se feront sur une tranche horaire de 6h à 12h ou de 12h à 18h. Ça va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, enfin, il était temps. Parce que franchement, c'était un peu énervant après. Alors, maintenant, les amis, parlons du récent voyage du Premier ministre de la République ivoirienne, Patrick Hachi. Alors,
suite à un malaise dont il a été victime à son domicile, il a reçu des soins en Côte d'Ivoire avant d'être transféré en France sur décision du président de la République pour recevoir des soins médicaux là-bas. Alors, son départ a suscité l'inquiétude de plusieurs Ivoiriens qui trouvaient un peu étrange que le Premier ministre qui venait de rentrer dans ses fonctions soit sitôt malade et qu'il soit transféré en France, vu que dans un intervalle assez rapproché, ils ont perdu 2 premiers ministres, ce qui quand même est assez étrange. Alors tout le monde se demandait, est-ce que le fauteuil du poste de Premier ministre sera un fauteuil maudit? Tout le monde se demandait. Mais grâce à Dieu et fort heureusement, le Premier ministre Patrick Hachi est revenu au pays. Et les autorités qui avaient gardé le silence sur son voyage en France ont organisé une conférence de presse où il s'est exprimé à son retour sur les raisons de son voyage et sur ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, les amis, parlons des attaques terroristes qui ont été perpétrées en Côte d'Ivoire depuis un certain temps. Je sais que la plupart d'entre vous sont au courant de ces attaques terroristes, mais dites-vous qu'ils continuent. Et les terroristes continuent de progresser jusqu'en Golfe de Guinée. Alors, les raisons de ces attaques, bon, on ne sait pas vraiment. Vous connaissez les terroristes. La plupart du temps, ils sont quand même assez flous sur les raisons qui les motivent à agir. Mais plusieurs sources affirment que les terroristes voudraient en fait s'étendre jusqu'en Golfe de Guinée, histoire d'obtenir plus d'avantages. Quel genre d'avantages? Honnêtement, on ne sait pas. Ils sont les seuls à le savoir et on espère vraiment que, tout comme le président de la République ivoirienne l'a fait, il s'est associé avec plusieurs pays de la région et avec plusieurs organismes internationaux pour venir à bout de ce fléau. On espère vraiment que ça va marcher. Mais moi je dis, les terroristes là, qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher en Côte d'Ivoire? Franchement, vous êtes terroriste, qu'est-ce que vous venez? Honnêtement, si moi j'étais un terroriste, je viens en Côte d'Ivoire, c'est pour une seule raison. Le garba, il n'y a rien d'autre. Les amis, c'est la seule chose qu'on peut venir exiger d'avoir en Côte d'Ivoire comme avantage. Les armes, on s'en bat les couilles. Les avions, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est le garba. Si moi j'étais un terroriste, franchement, c'est pour ça que je viendrais premièrement. Alors je dis, donnez un bon plat de garba à ces terroristes avec un bon poisson. Vous allez voir. Quand ils vont finir de manger, ils vont prendre les armes, ils vont dire « Merci les amis, c'est tout ce qu'on voulait, on rentre chez nous, ciao ». Et là, on aurait la paix, franchement. Non, mais je rigole. On espère que les choses vont pas tarder à rentrer en ordre. Maintenant, les amis, direction le Nigeria. Parlons maintenant de cette série de détournements de fonds qui a été perpétrée par des autorités du pays. J'ai envie de dire que c'est un pays où les autorités se sont dit bon, bah voilà, on va créer une organisation, on va s'appeler les détourneurs de fonds. Du coup, tout le monde détourne des fonds là-bas. C'est dans cette optique que le beau-fils du président nigérien, qui a épousé la fille du chef d'État de l'État, Muhammadu Buhari, en 2016, est déclaré recherché par la commission anticorruption du pays pour les mêmes raisons que l'ex-ministre du pétrole nigérian, Madame Diezani Alison Madueke, ou Madueke, je sais pas, ça va dépendre de comment vous lisez. Alors, Madame l'ex-ministre du pétrole nigérien, elle, est en cavale depuis un moment. Elle aurait été auteur de la disparition de près de 6 milliards de dollars des caisses publiques du Nigeria. Elle était soupçonnée avant, alors elle a faim d'aller en Grande-Bretagne pour se faire soigner d'un cancer imaginaire, puis après a changé d'identité et s'est volatilisée dans la nature avec tout l'argent qu'elle a détourné. Mais ces biens ont été saisis, soit 180 millions de dollars, ainsi que 80 maisons lui appartenant. J'ai envie de dire, waouh, bravo, vous avez vu ça? Tout ce qu'elle a accompli, c'est-à-dire que 180 millions de dollars détournés,
80 maisons pour elle seule. Ministre du pétrole. Faut vraiment l'applaudir. Et à côté d'elle, monsieur le beau-fils du président nigérian qui a épousé la fille du chef de l'État, Muhammadu Buhari, est recherché par la commission anticorruption du pays pour les mêmes raisons. Il aurait détourné 65 millions de dollars. J'ai envie de dire, WhatsApp les détournements de fonds. Deux autorités qui en même temps, je dirais pas en même temps, mais qui décident comme ça de détourner. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de contrôle. C'est quoi le délire? Parce que après, quand on décide de détourner des fonds comme ça, c'est parce qu'on sait que on peut le faire. C'est-à-dire que il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas vraiment de contrôle sur les fonds publics. Et il faudrait vraiment arrêter de nous appauvrir. Parce que déjà, on n'est pas riches, nous les Africains. Vous encore, vous venez nous appauvrir. Franchement, c'est abusé. Faut arrêter à un moment donné. Et l'ex-ministre du pétrole, elle, on la retrouve plus. Elle est disparue. Elle est portée disparue dans la nature. Et c'est volatilisé avec l'argent du contribuable. Bon, on espère que le gouvernement, les services d'enquête nigérianes font ce qu'elles peuvent pour venir à bout de ces situations-là. Et on espère que ça ne va pas se répéter partout en Afrique. Maintenant, les amis, allons au Tchad et parlons de la récente mort du président Idriss Déby Itno. Alors, monsieur le feu président Idriss Déby Itno est mort au cours d'un conflit armé qui opposait son armée à des rebelles. Il était sur le champ de bataille, les amis. Alors, question. Qu'est-ce qu'un président va chercher sur le champ de bataille? Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, frère? Reste dans ton palais, donne tes ordres à ton commandant. Il va diriger ton armée. Si la guerre doit être remportée, la guerre sera remportée. Si la guerre doit être perdue, elle sera perdue. Mais tu vas pas sur le champ de bataille en tant que président de la République. Et puis même si le président de la République se rend sur le champ de bataille, il est censé être protégé par des soldats d'élite. Normalement, il doit pas lui arriver quelque chose. Mais le président, comme il voulait se jouer les guerriers. Bon, vous allez me dire que c'est un motif quand même assez louable de vouloir mêler la guerre personnellement pour libérer son peuple. Mais quand même, un président, ça reste un président. C'est pas un combattant, le président. C'est lui qui dirige le pays. C'est pas lui qui dirige l'armée sur le terrain. Mais bon, il a perdu la vie et vraiment, toutes nos condoléances au peuple nigérien. Au peuple, tchadien. On espère qu'ils réussiront à sortir de cette phase un peu noire. Voilà. Et pour sa succession, elle a été assurée par son fils, l'un de ses fils, Mahamat Idriss Déby Itno. Donc Mahamat Idriss Déby Itno a assuré la relève de son père. Du coup, je ne sais pas comment leur constitution elle est rédigée, mais j'ai l'impression quand même, les amis, que c'est du népotisme, en fait. Le président, il meurt, son fils vient à sa succession directement. Mais bon, apparemment, une transition serait en cours, appuyée par l'Union africaine. On espère que toutes les choses vont se passer bien et que tout va rentrer dans l'ordre et que le peuple nigérien le peuple tchadien ne connaîtra plus ces catastrophes de conflits ou de guerres qui minent l'Afrique depuis des siècles. Voilà les amis, c'est tout pour l'actualité. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, venons-en à notre sujet à polémique, les amis. Déjà, c'est quelque chose qui s'est passé en Afrique. Au Cameroun, 2 transgenres ont été condamnés à 5 ans de prison pour, et je cite, tentative d'homosexualité et trouble à la pudeur publique. Tiens, trouble à la pudeur publique, les amis, je comprends. Mais tentative d'homosexualité, je comprends pas, les amis. Je sais qu'on peut tenter de tuer quelqu'un. Je sais qu'on peut tenter de voler quelque chose. Mais est-ce qu'on peut tenter d'être homosexuel? Je sais pas. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un sur la base qu'il a tenté d'être homosexuel? Venons, on en vient à notre sujet du jour, qui est
l'homosexualité en Afrique, les amis. On est en Afrique. On sait tous que en Afrique, l'homosexualité, c'est pas très bien vu parce qu'on a grandi avec cette idée-là que c'est un homme et une femme. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser à mes auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Si jamais une loi était édictée dans tous les différents pays d'Afrique pour donner cours à l'homosexualité. Je dis pas que ce sera le cas, je dis pas que c'est le cas, mais je demande votre avis, les amis. Si jamais une loi est votée pour dire bon voilà, liberté de se marier entre homosexuels, est-ce que vous pensez que ce serait bien pour l'Afrique? Ou au contraire, est-ce que vous pensez, les amis, qu'on devrait expressément voter une loi pour dire bon, si jamais quelqu'un pratique l'homosexualité, faudrait le foutre en prison, il n'y a pas à discuter. Parce que c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Et c'est même parmi ceux qui ont été condamnés, il y a, je crois, un influenceur, ou je sais pas si je dois dire une influenceuse, du nom de Shakiro, que plusieurs d'entre vous doivent connaître. Alors, ça a choqué plusieurs personnes, notamment la communauté LGBT, qui a trouvé ça un peu déplacé de condamner des gens juste parce qu'ils ont décidé d'être ce qu'ils voulaient être, c'est-à-dire de se sentir mieux que ce qu'ils étaient avant. Alors, chacun a son avis sur la question. Je dirais pas si je suis pour ou contre l'homosexualité. Je dis juste, les amis, que arrivé un moment, chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut. Tant que ça ne trouble pas. Bon, si on les arrête sur la base du trouble à la pudeur publique, on peut comprendre puisque ça trouble l'ordre public. Mais après, pour tentative d'homosexualité, c'est pas justifié, je trouve, les amis. On peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a tenté d'être homosexuel. On peut pas. Peut-être s'il a provoqué des troubles, s'il a été à la base de troubles publics, on peut l'arrêter, on peut l'incarcérer. Mais bon, après, à chaque pays ses lois, à chaque pays sa constitution, à chaque pays ses tendances, à chaque pays sa modalité. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que les Africains auront vraiment du mal à intégrer dans leur esprit cette notion d'homosexualité. Parce que j'ai interrogé plusieurs personnes qui m'ont dit, écoute, on peut pas accepter l'homosexualité en Afrique parce qu'on n'a pas grandi avec cette idée-là. Parce que déjà, c'est pas normal de voir un homme et un homme, une femme et une femme. Ça bouscule le mœurs. Et il y en a qui m'ont dit, écoute, on est dans un monde où tout va pour la liberté. C'est-à-dire que on va dans un sens où tout est fait pour que chacun se sente libre de faire ce qu'il veut, de pouvoir faire ce qu'il veut sans que ça porte atteinte aux autres. Donc ils me disent, tant que ça porte pas atteinte aux autres, laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Après, c'est leur vie. S'ils doivent avoir un jugement, ils seront jugés. S'ils doivent pas avoir un jugement, ils seront pas jugés. Mais quoi qu'il en soit, laissez-les faire. Faut pas maltraiter, faut pas porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un juste parce qu'il a voulu être quelqu'un d'autre. Voilà. On frappe pas quelqu'un parce qu'il a changé d'identité. J'ai envie de dire. Et voici les deux avis qui m'ont été donnés, les amis. Alors, moi, j'aimerais vraiment, chers amis auditeurs, avoir votre avis sur la question. Et j'espère que vous aurez un avis assez éclairé et je sais que vous serez quand même assez ouvert d'esprit pour répondre à la question. Voilà, c'est tout pour le sujet à polémique. J'attends vos avis en commentaire, les amis. Allons maintenant, les amis, sur une page de culture. Et dirigeons-nous en Éthiopie, dans une petite tribu de l'Éthiopie qui s'appelle les Bodis de l'Éthiopie. Alors, c'est une tribu assez particulière, qui a une pratique assez particulière. Alors, c'est un sujet qui était en vigueur en Côte d'Ivoire depuis un moment. Il s'agissait de savoir si le plus intéressant, ce sont les femmes avec des formes, des rondeurs, de la chair, ou si c'était plutôt des femmes avec moins de chair et moins de rondeur, ou pas de rondeur du tout. Alors, ça s'inscrit un peu dans le cadre de ce sujet-là. Les Bodis, c'est une tribu en Éthiopie pour qui la beauté, c'est la forme, c'est être gros. C'est-à-dire que chez eux, si tu n'es pas gros, tu n'es pas beau. L'idéal de beauté, c'est
vraiment d'être gros. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les hommes, ils se nourrissent d'un mélange fait de lait de vache et de sang de vache. Alors, vous allez me demander, mais what the fuck? C'est leur pratique. Tant que c'est nutritif, tant que c'est pas mortel, c'est comestible, il faut le faire. Ils le font. Et ça les aide beaucoup puisqu'ils grossissent après. Alors, ce qu'ils font, ils font une entaille. Ils ne tuent pas la vache, rassurez-vous. Les végétariens, j'entends d'ici les végétariens me dire mais c'est pas bien et tout. Non, ils ne tuent pas la vache. Ils ne tuent pas la vache puisque la vache est sacrée chez eux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une entaille dans la veine de la vache. Ils recueillent le sang de la vache. Puis après, ils referment l'entaille avec de l'argile. J'ai envie de dire les amis, mais les Africains, c'est des chirurgiens depuis longtemps. Ils n'ont pas besoin de matériel sophistiqué pour faire une opération, pour prélever du sang et tout. Ils finissent de prélever le sang, ils mettent l'argile et puis ça guérit et puis la vache meurt pas. Franchement, c'est des génies les gars. Alors, quand ils finissent de prélever le sang, ils mélangent le sang avec du lait de vache évidemment qu'ils boivent. Et quand ils finissent de boire, ils restent cloîtrés dans une grotte ou dans un endroit reculé pendant un moment, un laps de temps assez long. Et puis, après quelques temps, ils sortent, après cet abreuvé de cet élixir spécial. Ils sortent, puis viennent se montrer devant tout le monde pour être élus, sacrés, homme le plus gros de la tribu, et ainsi s'attirer les faveurs des femmes. Alors, pour les Ivoiriens qui se demandaient c'était quoi le mieux entre les femmes en chair, Apouchou, communément appelées comme ça en Côte d'Ivoire, et les femmes avec moins de chair et moins de rondeur, skinny, vous avez la réponse devant vous. Pour les Éthiopiens, pour les bodies de l'Éthiopie, c'est les Apouchou qui dominent parce que c'est les gros. C'est les gros qui sont les plus beaux. J'ai regardé à cet effet un film quand même intéressant. Ça s'appelle Fat Girls. Ça parle d'une femme qui est grosse en chair et qui n'aime pas son corps, qui est complexée par son corps. Alors, elle vivant aux États-Unis, des Éthiopiens, viennent visiter les États-Unis, puis tombent sur la femme. Et un Éthiopien, vraiment beau gosse, vraiment riche, tombe amoureux de la femme. Elle comprend pas. Elle se dit, mais j'ai ce corps-là, il y a ma camarade qui est là. Elle est skinny, elle est taille fine, elle a ce qu'il faut. Et toi, tu viens derrière moi, qu'est-ce que se passe? Et le répond, nous, chez nous, quand t'es mince, quand t'es maigre, on t'aime pas. T'es pas belle. C'est quand t'es grosse que t'es en chair, que t'es belle. Quand on te voit comme ça, on se dit, voilà, ça, c'est une femme de bonne famille qui est bien nourrie. Mais quand t'es maigre, après, on te veut pas. Bon, bonjour les stéréotypes, bonjour les complexes pour les femmes moins en chair. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous êtes informés qu'une pratique comme ça existe en Afrique, chez les body. Et pour ceux qui veulent grossir, qui veulent prendre du poids, sachez que vous n'avez plus besoin des produits de cosmétiques qui vous aident à prendre du poids, à grossir et tout. Suivez la méthode des body simplement. Mélangez du sang et du lait de vache et buvez. Si vous avez le courage, vous allez grossir. Vous serez surpris de vous voir grossir même. Eh bien, c'est tout pour la page culture les amis. Venons-en au portrait de la semaine, la partie que je préfère. On va parler d'une femme, mais qui me passionne vraiment. Parce que moi, quand je vois les femmes qui entreprennent comme ça, des femmes qui accomplissent d'aussi grandes choses, franchement, ça me donne un sentiment de fascination, d'admiration que je suis incapable de décrire, les amis. Aujourd'hui, on va parler de Paola Audrey Ndeng. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Paola Audrey Ndeng est née à Douala au Cameroun, mais elle a passé un bon moment de sa vie en France, où elle a fait ses études. Alors, elle est entrepreneure, consultante et éditorialiste. La femme, elle est vraiment talentueuse. Elle a accompli tellement de choses que je ne pourrais pas en dresser toute la liste. Mais j'ai fait l'effort de vous recenser quand même quelques-uns pour que vous sachiez ce qu'elle a vraiment accompli. Alors, Paola Audrey Ndeng a 18 ans. Alors qu'elle s'est installée en France, elle cofonde Fascist Black, qui devient un des médias de référence en matière de mode africaine. Fascist Black, qui par la suite sera transformé en magazine digital
et ensuite sera imprimée et distribuée dans des kiosques en France. À 18 ans, les amis. C'est à 18 ans qu'elle a fait ça. Sans s'arrêter là, ses compétences de rédactrice et ses talents lui ont valu plusieurs collaborations avec plusieurs maisons. Elle a collaboré avec L'Oréal Paris, d'après ce que j'ai vu. Et elle a réussi à mettre en place plusieurs projets personnels grâce à ses talents d'éditrice, de rédactrice. Et en 2014, elle quitte la France définitivement pour s'installer en Côte d'Ivoire. Elle a aimé la Côte d'Ivoire, les amis. Tout le monde est en train de venir en Côte d'Ivoire. Je vois plusieurs stars comme ça qui viennent en Côte d'Ivoire récemment. Je dis, c'est bon signe ça. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire commence à plaire à beaucoup de personnes. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment un endroit de référence. Et eux-mêmes, ils le disent. Youssoufa est venu. Fababi est revenu. Ils sont revenus s'installer en Côte d'Ivoire. Revenons à nos moutons. Paola Audrey Ndeng s'installe en Côte d'Ivoire. Elle devient alors l'une des directrices, de la série MTV Shuga Baby. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est une série qui vise à sensibiliser les jeunes contre le sida et contre les maladies sexuellement transmissibles. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous êtes libre d'aller voir la série, disponible sur Facebook et je crois qui passe sur plusieurs chaînes de télévision. Paola Audrey Ndeng aussi est présentatrice de l'émission L'Avant-Première sur Canal+. Canal+, les amis. Et, sans s'arrêter là, elle crée son émission qu'elle présente sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, Le Débrief. Ça parle d'actualité. C'est un peu comme Black Talk, mais en plus actualité. Elle décortique l'actualité africaine, donne son avis, explique pourquoi et comment les choses sont comme elles sont. Voilà, c'est vraiment intéressant pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Allez voir l'émission, c'est une émission vraiment intéressante. Alors, moi j'ai envie de dire, bravo à cette femme qui a accompli tant de choses. Je vous ai dit les amis, je ne pouvais pas faire la liste de tout ce qu'elle a accompli. Allez voir sur Wikipédia, allez voir sur Google sa biographie, allez la suivre sur Facebook, sur Instagram. Vous allez voir ses accomplissements et ce qu'elle continue d'accomplir. Elle a été primée pour ses talents plusieurs fois, notamment par Forbes Africa et par OK Africa. Elle a été classée dans la catégorie des femmes entreprenantes, des femmes, des modèles à suivre, etc. Vraiment, c'est une femme qui a fait des choses formidables et je vous encourage, les amis, à faire comme elle. Mes amis, mes sœurs, je vous encourage à suivre l'exemple de Paola Audrey Ndeng. C'est vraiment quelque chose de gratifiant de voir que nos sœurs africaines se lèvent et ne restent plus comme ça sans rien faire. Elles commencent à entreprendre et c'est quelque chose qui commence à être d'actualité, l'entreprise, l'entrepreneuriat chez les jeunes, surtout chez les femmes. C'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager et j'espère que ça va continuer à évoluer. Et je souhaite à toutes mes sœurs de vraiment réaliser leurs rêves et de parvenir là où elles souhaitent parvenir. Eh bien les amis, c'est la fin de l'épisode de Black Talk de cette semaine. J'espère que tout ce que j'ai dit, les amis, vous a instruit, que vous avez passé un moment agréable en ma présence, que vous n'êtes pas déçus de ce premier épisode. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis en commentaire et passez une soirée magnifique. Ayez la nuit que vous méritez, les amis, et je vous donne rendez-vous pour la sortie de notre deuxième épisode la semaine prochaine, à la même heure, le même jour. Je vous dis sayonara, portez-vous bien. C'était Thierry Soro. Ciao.